Finalement, après des semaines d'attente, le jour tant attendu arrive enfin. Nous sommes le 30 octobre 1974 au stade du 20 mai à Kinshasa pour un combat comptant pour le championnat du monde des poids lourds. Les ceintures WBC et WBA sont en jeu. Voilà ce qu'il en est de l'affiche sportive. Pragmatique. Mais tout le monde le sait. C'est un tout autre enjeu qui donne un relief si particulier à ce combat. Cela fait des semaines qu'Ali dit à qui veut l'entendre que sa vitesse va triompher face à la semi-remorque Foreman. Il va corriger le champion, l'homme qui a manqué de respect à tout un peuple en ramenant son berger allemand en conférence de presse. Il va corriger, dit-il, ce nègre soumis à la toute-puissance de l'État américain. À travers ses déclarations, Ali parvient à attiser une véritable haine envers Foreman. Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye. That means kill him. Dans les rues, au stade, autour du ring, les cris rageurs d'un peuple enfin uni sont assourdissants. Et c'est avec ce peuple entièrement acquis à sa cause que Mohamed Ali, The Greatest, s'apprête à monter sur le ring. Quelques heures avant le combat, le challenger fait une reconnaissance du ring. Il s'imprègne de l'atmosphère si particulière qui règne dans le stade. Le choc aura lieu aux alentours de 3 h du matin. En effet, Mondovision oblige, pour pouvoir vendre le combat aux chaînes du monde entier et surtout le vendre au prix fort, il faut que le match soit diffusé à une heure de grande écoute outre-Atlantique. Il se trouve que le prime time à Times Square correspond hélas au beau milieu de la nuit zaïroise. En pleine jungle de Kinshasa, le Rumble peut commencer. Le challenger entre en premier. Il est acclamé par une foule en délire. On scande son nom et le fameux slogan « Ali Bomaye, Ali Bomaye ». Foreman fait son apparition dans un vacarme assourdissant. Le champion semble concentré et déjà dans son match. Lors du face-à-face d'avant-combat, Ali trash-talk encore une fois un Foreman impassible. L'autre membre du Big Three, Joe Frazier, est présent aux abords du ring pour commenter le combat. Lorsque la cloche retentit, les souvenirs de ses passes d'armes avec les deux boxeurs ressurgissent. C'est surtout son fameux combat, perdu en une seule reprise face à Foreman, qui l'a marqué. Le combat débute et c'est le challenger qui frappe en premier. Dès les premières secondes, il passe un direct du gauche qui fait gronder tout le stade. Un deuxième direct du droit fait mouche. Puis rebelote avec un nouveau direct du gauche. Ali l'avait promis. Il va danser autour du gros George, trop lent pour le suivre. Les premières minutes du combat ne font que confirmer ses prédictions, qui ne semblent alors plus du tout être des fanfaronnades. Mais un Foreman imperturbable repart à l'assaut du challenger. L'intensité est folle dans ce premier round, peut-être l'une des meilleures premières reprises de l'histoire. On peut aussi voir que malgré son activité, Ali redoute la puissance du champion. Lorsque son jab ne lui permet plus de tenir à distance George, il s'agrippe au corps et au cou de celui-ci pour casser son élan destructeur. Le champion est plus grand, plus lourd et plus puissant qu'Ali. Petit à petit, le départ tonitruant de ce dernier va laisser place à une domination à laquelle on ne pouvait s'attendre. Au début du deuxième round, un direct du droit touche Ali, qui continue de s'accrocher au champion. Le jab, la spécialité du Greatest, lui permet de rendre le change à un Foreman qui a débuté son travail de sape. Un travail de démolition méthodique et impitoyable. La fin du deuxième round est meilleure pour Ali, qui touche plusieurs fois son adversaire. Loquace, il charrie Joe Frazier en agitant sa tête afin de lui montrer que les coups de Foreman ne l'atteignent pas. Au fur et à mesure des reprises, on se rend compte que le jeu de jambes tourbillonnant d'Ali laisse place à un refuge quasi systématique dans les cordes. Il encaisse les lourds coups de Foreman qui frappent comme une mule. Son coup d'œil légendaire lui permet néanmoins d'exister en contre.
Ali termine le 3e round en trombe et réveille la foule. Le stade du 20 mai est debout. On entre dans la 4e reprise et Ali se réfugie toujours dans les cordes, semblant résigné à encaisser les coups au corps extrêmement lourds du champion. Foreman semble attendre qu'Ali plie et rende les armes, comme tous les autres avant lui. Mais The Greatest n'est pas venu sur le continent africain en victime. Il sait que tout un peuple est derrière lui et que son destin, sa place dans le monde et dans l'histoire dépendent de ce combat. Alors, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il fanfaronne et utilise les mots comme autant de coups de poing ravageurs. Il s'accroche au cou de Big George et lui glisse quelques phrases meurtrières. On m'avait dit que tu cognais aussi fort que Joe Louis. Alors George, tu vas me frapper vraiment un moment? Tu n'es qu'une fillette. Petit à petit, Ali entre dans la tête de l'impassible Foreman. Petit à petit, la dégaine du colosse invincible laisse entrevoir une certaine fatigue physique. Petit à petit, les coups du puncher se font moins précis. Et petit à petit, le plan magistral de Mohamed Ali se met en place. Avant la rencontre, étudiant avec soin le style de Foreman, Mohamed Ali trouve son point faible, le manque d'endurance. En effet, le champion a gagné l'essentiel de ses combats dans les premiers rounds et Ali comprend vite qu'il faut lui tenir tête et faire durer l'affrontement. En vue de ce combat si particulier, Ali s'est infligé une préparation physique quasi militaire. Aujourd'hui, on comprend enfin pourquoi. He trained very hard for that fight. One more. And he had very good sparring partners. Larry Holmes was one of his sparring partners. Yeah, I was struck with how well he'd actually handled Ali in their sparring session. He'd dominated Ali. That wasn't uncommon. Ali very often would not show his best stuff with his sparring partners, but in fact would work on his weaknesses. He'd go against the ropes and he'd let people pummel him. Very heavy hitters who were sort of clumsy, he'd let them bang away at him. It was as if he wanted to train his body to receive these messages of punishment and absorb them faster than other fighters could absorb them. Face au direct, au crochet et aux uppercuts dévastateurs du grand George, il plie mais ne rompt pas. C'est seulement la 3e fois qu'un des adversaires de Foreman répond à l'appel de la 5e reprise. Désireux d'en finir, le champion travaille Ali au corps. Ses coups se font encore plus lourds. La foule tremble et hurle pour soutenir Ali. Mais tout le monde s'attend désormais à ce que le favori des bookmakers vienne enfin à bout du vaillant challenger. Pour tous les observateurs extérieurs, Foreman semble outragement dominer Ali et l'issue du combat est inéluctable. Ses coups sont trop puissants, trop nombreux, trop précis. Mais The Rumble in the Jungle n'est pas un combat comme les autres. Ce qu'il se passe sur le ring, entre les deux boxeurs, d'homme à homme, de boxeur à boxeur, est presque irréel. En réalité, il se trouve que la dynamique du combat est tout autre. Ali, réfugié dans les cordes, encaisse les coups de Foreman grâce à l'élasticité de celle-ci et le laisse s'épuiser. C'est le rope-a-dope, une tactique d'une audace folle sortie de l'imagination d'un génie de la boxe. À 1 minute 23, on voit qu'Ali continue de parler au champion. Il demande alors à Foreman, qui pense l'avoir touché, « C'est tout ce que tu as, George ?» Désabusé, Foreman répond, presque défait, « Oui, c'est à peu près tout. » C'est le tournant du match. Mohamed Ali a gagné le combat psychologique. Des années plus tard, lorsqu'il évoque le combat, Foreman raconte. It was really strange. I thought I'd knock him out in 1 or 2 rounds, but about the 3rd round I'd hit him and he fell on me. I thought, that's it. And he started screaming, "That all you got, George? Show me something." And I knew then I was in the wrong place at the wrong time. Le champion se bat comme un lion et tente d'abattre un arbre désormais bien enraciné. La fin de la reprise est d'une intensité folle et figure désormais au panthéon du noblard. À chaque coup porté, les réactions de la foule sont tout simplement hallucinantes. On se dirige vers la 6e reprise
les deux champions semblent exténués. Avec le cœur d'un immense champion, Foreman lâche ses dernières forces dans la bataille. Ali se sert de son fameux jab du gauche pour toucher Foreman, qui peine à maintenir sa garde haute. Ses bras sont de plus en plus lourds. À la fin du 6e round, une scène incroyable se produit. Mohamed Ali se joint aux encouragements du public qui scande son nom. Le plus grand spectacle de la planète est en train de se dérouler à Kinshasa, en plein milieu de la jungle, sous les yeux du monde ébahi. Le 7e round est le moins intense physiquement. Les frappes de Big George ne résonnent plus dans la nuit zaïroise. Tout le monde semble à bout de force. Même l'hôtesse, qui annonce sur un bout de linge le 8e round. Incapable de lever sa garde à gauche, le champion prend les directs d'Ali de plein fouet. Foreman n'est plus le même boxeur. Il semble être devenu un pantin exténué qui cherche à résoudre un casse-tête insoluble. Jusque-là, personne n'avait pu résister à la puissance de ses coups. Mais aujourd'hui, la résilience, l'intelligence et la force de caractère d'un Ali qui se prépare depuis des mois sont trop grandes. La faiblesse tactique de Big George va se payer cash. Après avoir vainement tenté de toucher un Ali toujours réfugié dans les cordes pendant la quasi-totalité du round, Foreman subit un enchaînement fatal. Un enchaînement de légende. Subitement réveillé à quelques secondes de la fin de la reprise, Ali assène 2 directs du gauche et du droit qui font tomber l'invincible Foreman. L'ambiance est électrique. Le stade du 20 mai se lève comme un seul homme pour acclamer son héros. Mais ce n'est pas fini. Vaillant, refusant la défaite jusqu'à son dernier souffle, Big George se relève une seconde trop tard. Mohamed Ali l'a fait. Il a vaincu l'immense George. Kinshasa tout entière est en transe. La liesse s'empare du ring et rapidement, le nouveau champion du monde des poids lourds WBC et WBA est assailli par les fans venus le féliciter. Cette fois-ci, pas de Phantom Punch, mais bel et bien un direct du droit qui entre dans l'histoire de la boxe. La chute de Foreman, couplée au regard d'Ali qui observe sa proie faillir, est symbole de la toute-puissance retrouvée du Greatest. Une image entrée dans la légende. Dans un stade en fusion, Ali retrouve le sommet de la boxe mondiale, après des années d'errement, une traversée du désert, jonchée de démêlés judiciaires et de défaites sportives cuisantes. Il apporte aussi quelque chose de nouveau au Zaïre, et même au continent africain. Bien plus qu'un moment de joie intense et de communion sportive. Il leur apporte l'espoir. L'espoir de progrès et de lendemains meilleurs. Il est devenu, l'espace d'un soir, l'ambassadeur d'un continent, d'un pays, d'une ville, Kinshasa, le symbole d'un continent qui réalise de grandes choses et qui est le centre de toutes les attentions. Logiquement, c'est le combat de l'année pour Ring Magazine, et Ali est désigné boxeur de l'année. Foreman, lui, est déprimé. Frustré, il accusera Ali d'avoir détendu les cordes afin d'amortir les coups. Des années plus tard, Big George reconnaîtra néanmoins sa défaite et la supériorité de Mohamed Ali ce soir-là. Référence tactique, ce match démontre qu'Ali est l'un des boxeurs les plus résilients de l'histoire, capable d'encaisser les coups les plus terribles sans tomber. Peut-être hélas, au prix de sa santé. The Rumble in the Jungle, c'est le second sacre d'un boxeur d'exception. Le roi des poids lourds, et sans doute le plus grand boxeur de tous les temps. Il entame un nouveau règne long de 4 ans, durant lesquels il défend ses ceintures par 10 fois. Finalement, c'est Leon Spinks qui met fin à la série. Foreman et Ali entrent au panthéon du sport mondial avec ce combat. Liés pour l'éternité, ils deviennent même de très bons amis par la suite. You know, he first called me in the late 70s. He was on a mandatory to fight Ken Norton again, who he never could really get the hang of beating. And he called me up and complimented me for about 20 minutes. I knew something was up. I don't even know how he got my telephone number. He said, "George, would you do me a favor?" I said, "What?" He said, "Please come back and beat Kenny Norton for me." He said, "I can't beat him, but he's afraid of you. You can beat him. I'll give you a title shot,
But I told him, no, I'm retired. I'm a preacher now. He begged me, but after that point, we became closer and closer and closer, and to his last days, my best friend. Mohamed Ali n'a pas seulement volé tel un papillon et piqué comme une abeille. C'était un champion d'exception, un homme du peuple, dont la stature dépasse largement le cadre de la boxe et même du sport. Showman extraordinaire, aussi bien sur le ring qu'en dehors, sa langue volubile n'avait d'égal que ses jambes virevoltantes. Ses luttes contre l'injustice, la ségrégation et la violence faite aux Noirs et aux plus défavorisés en général ont défini sa vie, parfois au détriment de sa carrière. Mais s'il a pu faillir sur le ring, il n'a jamais abandonné son vrai combat. À l'heure où les mêmes injustices et les mêmes violences embrasent les États-Unis dans une boucle infernale de l'histoire, nous devons nous rappeler pourquoi, aux yeux des femmes et des hommes du monde entier, Mohamed Ali était et restera pour l'éternité the greatest. I have a lot of things to do when I start fighting in the black neighborhoods. We have a lot of problems that we have to solve among ourselves. Prostitution problems, dope problems, gang fight problems, knowledge of self. The black people don't have no knowledge of themselves. We have been made just like white people mentally. And white people have made us so much like them until it's hard to teach them anything about themselves. It's hard to teach them to unite and marry and be with their own because they're now like white people. Black people are now like white people. But they're so brainwashed. So we have to re-brainwash them now and teach them more about themselves and their own history, their own names, their own language, to respect and protect their own women, do something for themselves, and quit always begging white people for things they should do for themselves.